Monde sans argent, Alors, amour. bienvenue à notre cinquième table ronde sur l'idée d'une société sans argent. Des penseurs et des auteurs se réunissent pour en discuter. Alors, sont présents aujourd'hui Éric Trochon, qui a écrit 2 ouvrages sur une société sans argent, qui propose aussi des spectacles sur l'idée d'une transition vers une société du don. Pierre Whitman, qui est peintre et architecte, qui a écrit un grand nombre d'ouvrages sur la spiritualité principalement, et qui est très attaché à l'idée d'une société sans argent. Nous avons aussi Jimmy Quimbert qui a écrit deux essais, dont le collectivisme sur l'organisation et la transition vers une société sans argent, et Guillaume Régimbaud qui est très attaché, très proche des idées de Jacques Fresco. Et donc moi-même qui a écrit un roman qui s'intitule La dernière conquête, prémisse d'un monde sans argent. Alors le thème d'aujourd'hui, de notre cinquième rencontre, est: comment envisagez-vous l'organisation des logements dans une société sans argent établie depuis plusieurs générations? Donc imaginons que nous soyons dans le futur, en 2150, comment s'organise l'accès au logement dans cette société sans argent? Je propose un temps de parole d'1 à 2 minutes. Qui souhaite commencer? Alors je propose à Guillaume de commencer. Merci Yann. Alors donc là, on est dans de l'anticipation, hein. On est on se projette dans plusieurs générations. La façon dont moi je vais te présenter ça, c'est évidemment la vision de Jacques Fresco. Tu l'as indiqué, c'est un peu beaucoup même mon maître à penser en la matière. Il faut savoir que c'est lié, le monde sans argent dont on parle, le logement et tout ce qui va être afférent, c'est lié aussi en, intimement à la haute technologie. Parce que la haute technologie permet la production en abondance de ce dont les gens ont besoin pour se sentir en sécurité et se passer de systèmes archaïques tels que le système monétaire. Au niveau du logement, il est évident que pour pouvoir satisfaire les demandes d'un monde hautement technologique, avec une population importante et des besoins qui sont liés à un quotidien hautement technologique, il faut automatiser tout ça. C'est-à-dire qu'un logement n'est plus construit par des maçons. Il est conceptualisé par des ingénieurs à l'aide de machines, à l'aide d'une intelligence artificielle. On a ensuite des machines qui vont construire des machines. Absolument, c'est un peu comme pour les voitures aujourd'hui, hein. Chaque pièce est construite de manière plus ou moins automatique et après assemblée sur des lignes. Et ben, les logements, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on peut avoir des blocs qui sont auto-imprimés, un peu comme on va dire les imprimantes 3D, dans des machines qui sont, on peut imaginer un très long tube creux qui va donc correspondre à un design qui est généralement rectangulaire, avec des coins un peu arrondis. Et ce tube gigantesque va donc produire, en ayant de la matière qui lui est donnée, va produire du logement, des murs, en fait, le gros œuvre, on va dire. Ce gros œuvre va ensuite sortir, être découpé, placé sur une autre machine qui, elle, va transporter, comme tu pourrais dire, on transporte une fusée, tu vois, mais c'est quelque chose un peu de ce similaire, de ce genre-là, pour aller jusqu'au site où on veut ériger le logement. Et ensuite, cette machine-là va passer l'élément construit à une autre machine qui, elle, va s'occuper de la mise en place, de la gestion de tout ce qui est environnement. L'homme là-dedans a très peu de choses à faire, si ce n'est programmer ce qu'il veut faire. Ce n'est pas la machine qui va dire je vais mettre un logement là, évidemment. C'est nous qui le décidons. Mais tout ça se fait sur plan d'ingénieur. Et ça s'est développé non pas en l'espace d'une nuit, mais évidemment sur plusieurs années de réflexion, de mise en place d'une idée et surtout de sa conceptualisation automatisée. Parce que c'est tout là le nerf de la guerre. Pour pouvoir avoir beaucoup de logements, il ne faut pas qu'on ait une armée de maçons, parce que ces gens-là font s'éreinter à la tâche, c'est pas très amusant. Certains feraient ça pour le plaisir, ça existe bien entendu, mais on sait quand même bien que c'est un métier très demandeur, qui fait mal au corps, qui est difficile dans son exécution, et qui aussi est très coûteux en ressources humaines pour commencer. Donc, si on veut avoir des logements à disposition qui soient hautement confortables et de différentes factures, c'est-à-dire qu'on peut vouloir vivre dans une maison, on peut vouloir vivre dans une tour, on peut vouloir vivre au bord de la mer, etc. Il faut pouvoir avoir un moyen de production adapté qui permettra à chacun d'avoir le choix et pas juste d'être imposé, bah, mon gars, tu vas vivre là et c'est tout. Parce que ça, c'est ce qu'on fait quand on a une rareté. Et la rareté, ça va en
contre-indication avec un monde sans argent dans lequel on veut se sentir libre. Parce que s'il y a rareté, il y a contrainte. S'il y a contrainte, il y a toute une foule de choses qui vont venir derrière. Il y a aussi une certaine insécurité par rapport à la disponibilité du logement. Donc, la création de logements de manière automatisée et abondante est impérative. Mais là, on parle de quelque chose qui n'est pas encore actuel. C'est possible, mais on n'a pas mis ces technologies en place. Donc, ça n'existe pas. Donc, ces logements, une fois qu'ils sont produits et mis en place, correspondent généralement à des attentes que l'on connaît déjà, puisque ça a été contextualisé, on s'est suffisamment rencontré pour savoir ce que l'on voulait pour cette société. Ça a été un long processus, généralement. Et voilà, on met en place à la demande. Donc, il y en a suffisamment pour satisfaire tout le monde. Je ne vais pas m'étaler plus que ça. Il y a beaucoup de schémas qu'on peut trouver en ligne si on fait la recherche sur Jacques Fresco, ville du futur, par exemple. Hein, tu prends ces mots-clés-là, tu trouveras tout de suite des schémas qui sont assez explicatifs et qui te permettent de voir que le mec a pensé les choses de A à Z. C'est-à-dire non pas seulement le logement, mais la machine qui va construire le logement et la machine qui va construire la machine. C'est holistique, on appelle ça. Hein. Donc, c'est-à-dire que tu dois vraiment pouvoir concevoir toute la chaîne de production et ensuite l'utilisation. Ce n'est pas en 5 minutes que je vais pouvoir démontrer ça, mais c'est existant et on peut trouver toute cette information. Donc là, effectivement, j'ai fait des recherches, j'ai vu qu'il y avait des imprimantes 3D géantes qui Absolument. existaient déjà en Malaisie, aux États-Unis, etc. Je vous ai Oui, envoyé voilà, on y d'ailleurs à vient. tous un Et ce qui est article. très amusant, c'est que quand Fresco a mis ça en place, ça n'existait pas. C'est-à-dire que lui, il pensait à ces choses-là, on parle des années 80. Voilà. Et donc pour le moment, ces imprimantes 3D géantes ne permettent pas de faire 2 étages, ne Non, permettent pas de faire des toits. Hein. non. Et c'est en fait, le C'est système est assez embryonnaire. simple. J'ai regardé des vidéos. C'est en fait la maison, on va dire qu'elle fait 100 mètres carrés, on va dire. On a au-dessus de la dalle, on a des racks, un petit peu comme un spectacle de son et lumière. On a des racks tout au-dessus avec un énorme toit qui protège la structure pendant la construction. Et donc, on a cette espèce de bras qui pourrait ressembler à un gros tube de dentifrice qui est relié à une bétonnière, donc géant, et qui va suivre un design qui est préprogrammé sur un ordinateur et qui va donc construire les murs, suivre le design, tourner à droite et à gauche et repasser. Alors là, moi, ce que je me suis dit, c'est que normalement, une maison a une structure en métal pour éviter. On a des murs porteurs Pas pour les toits qui nécessairement. Après, Là, là, ouais, c'est un travail d'ingénieur dont là tu c'est un parles. Hein, donc, travail je d'ingénieur. ne suis peut-être pas le plus à même, mais ce qui est certain, c'est que Fresco avait mis en place des designs qui paraissaient futuristes, mais ce n'était pas son intention. Lui, il se basait sur la forme géométrique. C'est-à-dire que tout ce qu'il construisait n'avait jamais d'angle droit. C'était toujours en rondeur. Pour une raison simple, c'est que c'est ce qui était le plus résistant au niveau sismique et au niveau tout ce qui peut être agression extérieure. Il prenait comme très bon exemple, pour appuyer sa démonstration, le crâne humain. Il disait c'est quelque chose d'incroyablement résistant, beaucoup plus que ce qu'on croit, parce que c'est rond. Et cette forme ronde permet vraiment d'avoir une résistance très forte à tout ce qui est pression extérieure. Et pour les logements, c'était pareil. Alors, je ne peux pas aller plus dans le détail parce que vraiment, là, on arrive sur quelque chose qui c'est de l'ingénierie. Mais vraiment, il s'appuyait avant tout, pas sur l'armature, mais sur la structure globale et cette forme ronde qui permettait une très forte résistance. Ah, donc jusqu'à présent, ces imprimantes 3D, elles ne sont pas capables de faire plusieurs étages, elles ne sont pas capables aussi de décorer, en quelque sorte, d'orner la maison, Oui, de faire le comme on dit, revêtement. c'est Donc ce sont embryonnaire, on est sur une idée. voilà, actuellement, ce sont encore des bâtiments qui ne sont pas beaux, on va dire, hein, mais qui Non, peuvent non être plus, non. construits d'une manière automatisée. Voilà. Hein. Qu'est-ce que ça vous éveille chacun à vous, si vous voulez réagir sur les propos de Guillaume? Si vous voulez Moi, j'aime partir sur bien. autre chose. Eric, ouais, s'il te plaît. Ben, moi, j'ai une vision qui n'est pas du tout technophile, en fait. Je suis non seulement pour un monde sans argent, mais je suis aussi décroissant, et je ne crois pas que la technologie va nous sauver. Donc, je dois dire que je m'attends à quelque chose de beaucoup plus low-tech, hein, pour l'avenir. Hein. Voilà. Ah, bonne Euh, chance, hein. une chose qui m'a beaucoup séduite, ce sont les toulots en Chine. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Ça s'écrit Tulou, et ça veut dire maison en terre. Ce sont des grandes constructions. Les plus anciennes ont plus de 500 ans. Elles sont en terre et elles sont rondes ou carrées. Au milieu, il y a une cour dans laquelle il y a beaucoup d'activités collectives. Hein. Et c'était à l'origine défensif, donc les murs extérieurs il y a peu de fenêtres.
Par contre, les murs intérieurs, ce sont des allées. Comme je disais, il y a une cour pour des activités collectives, comme par exemple l'école, le marché, la cuisine. Donc, je pense que cet habitat intergénérationnel et convivial est vraiment très, très intéressant. Il y en a des milliers dans le Fujian en Chine, et moi, je rêve d'en faire dans des friches industrielles en France et ailleurs. Savez-vous combien de friches industrielles on a en France? Combien de zones industrielles abandonnées on a en France? Est-ce que vous savez? Je vais vous donner les chiffres, c'est hallucinant. Non, Il y du a tout. 150 000 hectares de friches industrielles en France. Hein. Parce que on ne construit pas dessus parce qu'il faut d'abord dépolluer. Et dépolluer, c'est compliqué et ça coûte cher. Donc les bétonneurs préfèrent bétonner un parc ou un jardin plutôt que de dépolluer. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on adresse pour utiliser un anglicisme, c'est-à-dire qu'on fasse face à ce problème colossal, parce qu'on ne peut pas laisser ces 150 000 hectares à l'abandon ad vitam aeternam. Dans mon rêve, on a un grand chantier de dépollution sur lequel on construit ensuite des toulots pour accueillir beaucoup plus de monde que ce qu'on a aujourd'hui en France, parce qu'avec le dérèglement climatique, il va falloir accueillir du monde. Hein. Voilà, je voulais dire ça. Alors, quelqu'un souhaite réagir par rapport au logement du futur dans une société sans argent? Jimmy, s'il te plaît. Oui. Alors moi, je reviens vers une vision plus technologiste, comme Guillaume. Et alors, ce qui importe pour moi, c'est de répondre à la volonté du collectif et d'avoir une approche libérale à la fois. Donc, pour moi, dans une société, dans quelques générations où la société postmonétaire est installée, le logement va obéir à une tendance, des tendances collectives. Par exemple, ça va être par rapport à la demande. Si tout le monde a envie, par exemple, de s'installer sur la Côte d'Azur, ça peut être le risque. Hein. Dire, bon, bah, après tout, je peux m'installer n'importe où. Eh bien, il faut écouter le collectif. Et on sera capable de proposer des logements résilients, bien conçus. Quand on regarde aujourd'hui, tout est bétonné, on se dit qu'il n'y a aucun espoir. Pourtant, on est tout à fait capable de produire des villes assez concentrées, mais écologiques. Voilà. Alors aujourd'hui, on fait semblant de ne pas savoir faire, mais en fait, on sait très bien faire. C'est juste qu'il n'y a pas de volonté politique derrière tout ça. Et puis, il y a le poids de la monnaie, bien évidemment. Jusqu'au moment où l'aberration se fera ressentir et les gens auront envie d'aller, je sais pas, dans le Nord, en Bourgogne, etc. Donc ça, mais c'est la société, c'est le collectif qui décide. Voilà. L'État n'a pas à avoir d'emprise sur ça. Et puis, une fois de plus, moi, je suis pour quand même le maintien de l'État, et pourtant, au niveau de la répartition des logements, j'ai une vision aussi libérale avec le maintien, pourquoi pas, d'agences immobilières. Alors, il n'y aura plus d'argent, mais au moins des acteurs privés qui permettent de dispatcher un peu les logements. Et, et voilà ce que j'ai à en dire. Pardon. Donc, on pourra obtenir le logement qu'on souhaite, où on veut, et pour un peu que ce soit aussi des constructions modulables et pourquoi pas déplaçables. On serait tout à fait capable de faire ça. Voilà. Oui. Guillaume, tu veux prendre la suite? Juste ajouter un détail qui est important dans notre discussion, c'est que on se projette donc effectivement sur plusieurs générations en avant. La disponibilité des logements, ce que l'on veut comme logement et la façon dont on va procéder est aussi intimement lié à un niveau d'éducation qui permettra à tout à chacun d'être très raisonnable dans ses demandes. Il est évident que si tout le monde demande une villa avec piscine sur la Côte d'Azur, ça ne va pas marcher parce que tu ne pourras pas avoir là 50 millions de personnes avec ça. Ça ne peut pas marcher. Mais si les gens sont raisonnables, savent d'emblée où est-ce qu'ils veulent vivre pour pouvoir après profiter des endroits de temps en temps où ils peuvent aller en vacances ou en voyage. C'est pas un problème. Donc il faut que ce soit aussi lié à un certain niveau d'éducation, qui est aussi concomitant à un niveau de mise en sécurité. Ok, j'habite à un endroit où il n'y a pas beaucoup de soleil, c'est pas terrible, mais je suis suffisamment à l'aise et sûr du monde dans lequel je suis pour savoir qu'à n'importe quel moment, je peux m'en échapper pour aller vivre 15 jours sous les cocotiers si j'en ai envie et revenir sans que ça me coûte quoi que ce soit. Mais on parle là de quelque chose qui est vraiment pas concevable aujourd'hui, tu vois, parce que c'est un développement technologique sans argent qui s'est très développé et qui donc permet à tout à chacun de vivre de façon totalement libre, avec accès à toutes ces commodités dont on devrait tout savoir, mais ça ne se mettra pas en place du jour au lendemain.
Donc voilà, l'accès au logement dans un endroit agréable, voire tropical, c'est aussi intimement lié à ce que veulent les gens. Et ça, c'est intimement lié à leur éducation et à leur taux, leur responsabilité. Voilà. Jérémy, oui. Oui, Bon. oui, je suis d'accord. Simplement, au début, il faut supporter et assumer les mauvais choix, entre guillemets, des gens. Je préfère qu'il y ait des mauvais choix liés à un manque de raisonnement, d'éducation, et ensuite, justement, effectivement, gagner euh, en, en éducation et pour que les gens puissent se diriger vers des choix plus résilients et plus logiques. Donc, c'est une vraie question. Est-ce qu'au début, on oblige, on matraque les gens en disant non, ça, on ne peut pas faire, ou bien on accepte une part d'ineptie au début, quitte à recevoir des critiques de partout, jusqu'à ce que l'éducation se forge, se mette en place. Euh, ouais, ça- On parle de la transition, Pierre, c'est difficile. oui, oui, ouais, on est sur. Pierre, tu veux dire quelque Oui, chose? oui, moi je veux intervenir. Donc moi je pense que le problème c'est beaucoup plus de répartir les logements que de construire. On est déjà dans un monde beaucoup trop construit, comme en plus la population va probablement diminuer, on aura besoin de moins de logements parce qu'en ce moment il y a beaucoup de logements vides. Donc il faut faire la synthèse de tous ces logements pour les répartir pour que tout le monde ait un logement et qu'il n'y ait pas des gens qui en aient 10, 20, 100 logements. C'est-à-dire que chacun soit propriétaire d'un seul logement. Et à ce moment-là, il y aura probablement beaucoup de logements qu'on va pouvoir détruire, d'autres qu'on va pouvoir transformer. Mais je pense que le fait de construire encore des logements, ce n'est pas vraiment un problème qui me semble euh, très pertinent. Moi, je ne suis pas tellement pour un monde très technologique, un monde complètement dirigé par des machines. Et je pense que si c'est ce monde-là qui se construit d'une certaine façon, il va y avoir beaucoup de gens qui ne vont pas vouloir y participer. Et en fait, on aura deux mondes. On aura le monde technologique et le monde non technologique qui vivront d'une certaine façon côte à côte. Alors, lesquels est-ce qu'ils seront vraiment sans argent? Parce que la technologie, en fait, c'est une forme d'argent. Donc, voilà un peu. Alors maintenant, un autre problème qui va se poser par rapport au logement, c'est qu'en ce moment, il y a énormément d'étrangers qui achètent des logements en France, surtout les logements de luxe. Alors, si ça augmente encore, et ça va certainement augmenter, qu'est-ce qui va se passer avec ces étrangers qui vont posséder une grande partie du, de l'ensemble de logements de la France? Est-ce qu'ils vont avoir des moyens de pression sur la France? Qui est-ce qui va avoir une autorité pour éventuellement faire quelque chose par rapport à ces logements qui appartiennent à des étrangers? Parce qu'on va probablement pas pouvoir les exproprier. Et si c'est des gens qui veulent garder l'argent, si c'est par exemple les Américains, parce que certainement que l'Amérique, les États-Unis ne font pas partie d'un monde sans argent, pas toutes les choses internationales qu'ils ne contrôlent pas entièrement, ils ne veulent pas en faire partie. Alors, si les États-Unis possèdent 10% du parc immobilier de la France et qu'on veut les exproprier, à ce moment-là, il va y avoir des problèmes. Et si c'est comme maintenant où la France est plutôt un vassal des États-Unis, on ne va pas forcément pouvoir faire ce qu'on veut avec les étrangers qui posséderont une partie des biens immobiliers de France. Voilà, Jérémy, tu veux réagir? Oui, pour les étrangers qui possèdent des logements en France, le pouvoir réside vraiment dans l'argent. Donc, ce pouvoir-là sera désamorcé du fait que l'argent n'aura plus cours. Donc, ils peuvent très bien venir en France parce qu'ils ont un logement et même un palace, pourquoi pas, mais ils pourront pas le louer, ils pourront pas en tirer profit, ils pourront juste y dormir quelques nuits avant de repartir dans leur pays. Ils pourront d'ailleurs profiter de toutes les commodités dans notre pays gratuitement, mais le pouvoir sera grandement désamorcé. Et juste pour revenir sur le propos précédent par rapport à à l'évolution technologique, moi je suis aussi pour combler avec la technologie et ne pas pas partir de zéro sur une feuille blanche avec tous les logements. C'est-à-dire d'abord faire de la rénovation énergétique avec ce qu'on a et pour les classes A, B, C, au-delà, pourquoi pas détruire les logements et partir selon la demande avec des nouvelles constructions. Voilà, c'était juste pour la parenthèse. Eric, s'il te plaît.
Voilà. Hop, si tu veux juste démarrer ton micro parce que je t'ai coupé, voilà, je couperai au montage, hein. Ouais, parce que j'ai peur que tu aies un écho, mais là je pense pas que tu aies d'écho, mais je préfère que Ok, tu mutes ton micro, Eric. d'accord, Eric, très s'il te bien, j'ai plaît, bien noté. Oui, vous m'entendez? Oui, c'est vous m'entendez? bon. Oui, je m'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle la DIA, la dotation inconditionnelle d'autonomie, qui comprend un revenu universel, mais aussi une tarification progressive. C'est-à-dire que si tu consommes peu, tu payes zéro, que dalle, ma cash. Si tu consommes beaucoup, tu payes une blinde. Et ça pourrait s'appliquer au logement, bien sûr, hein. Ça voudrait dire que les premiers mètres carrés de logement seraient gratuits. Par contre, les multipropriétaires auraient une taxe très importante. C'est toujours dans un monde avec argent. Mais ça peut progresser vers un système de quotas où il y a plus d'argent également, hein. Mon idée, c'est d'obliger ceux qui ont beaucoup d'appartements, beaucoup de logements à louer, pardon, à les louer gratuitement. Et il faut savoir que 50% des logements en location appartiennent à seulement 3,5% des ménages. Donc, les obliger à louer gratuitement, c'est une façon de détruire le marché aussi et de faire en sorte qu'il s'écroule pour devenir beaucoup plus abordable, pour qu'on puisse aller plus facilement vers un monde sans argent. Voilà ce que je voulais dire. Voilà. Donc là, on voit qu'on discute en fait de la transition. On n'est plus dans le futur où c'est déjà posé. On est en train de voir les problèmes qui peuvent être posés avec les propriétaires, etc., qui sera l'objet de notre prochaine table ronde. Mais on Oui, peut déjà en excuse, parler. c'est On juste. peut déjà en parler maintenant, parce que c'est ce qu'on fait tous, hein. Moi, de mon côté, par rapport à la construction de logements, je pense que les pays développés bénéficient de très bonnes infrastructures déjà, mais que les pays en voie de développement, eux, il faut revoir complètement leur infrastructure, hein. On assiste à des routes qui sont mal conçues, des logements qui sont petits, hein. Donc là, je pense que dans un monde sans argent du futur, il faudra vraiment revoir complètement les infrastructures des pays pauvres, en quelque sorte, hein. Par contre, les pays riches, je pense à l'Europe, ont déjà des très très bonnes infrastructures, hein. Si on voyage en avion au-dessus de la France, moi qui l'ai fait plein de fois, on se rend compte que la France est constituée à majorité de zones agricoles avec des petits hameaux, hein. Quand on survole la France, et ça sur 1000 km. Ce sont des petits hameaux, des petites villes et quelques grandes villes, mais qui ne sont pas très grandes que ça, hein. Une ville comme Strasbourg, où c'est 300 000 ou 500 000 habitants, c'est un village de Chine, hein, par rapport au Mexique ou à Tokyo, c'est une ville, je crois, de 40 millions d'habitants. Donc je pense que les grandes villes dans le futur seront désengrangées, désenclavées par la construction de nouvelles villes. Mais par contre, les villes d'Europe peuvent être gardées comme ceci, hein. Donc c'est vraiment la distinction entre les pays pauvres et les pays riches, déjà au niveau des infrastructures. Par contre, moi, je suis enchanté par l'idée de construire des nouvelles villes à thème, hein, dans un but touristique, par exemple pour les enfants. Donc on peut imaginer des villes sur le thème des super-héros, par exemple, hein, un peu de Disney. On peut imaginer des villes sur le thème de la guerre des étoiles, par exemple. On y va avec nos enfants en famille, et on y passe une semaine, un mois même, on peut même y habiter. Par contre, quand on rentre dans ces villes, on est habillé, on peut imaginer des nouvelles villes sur le thème du Moyen Âge, où tout le monde est habillé et vit comme au Moyen Âge. Donc on arrive, avant de rentrer dans cette ville, on s'habille, on change, et donc ce sont à la fois des lieux de vacances et des lieux de vie. Donc ça, moi, je serais vraiment enthousiasmé par ces nouvelles villes sur des thèmes précis, la Renaissance, sur le thème asiatique. On peut imaginer en France une ville sur le thème du Japon, par exemple, où tout le monde s'habille ou des multivilles. On peut imaginer une partie de la ville sur le thème du Japon, d'autres sur d'autres thèmes du Far West, où les gens s'habillent, où on passe des vacances, et en même temps, on contribue à l'exploitation, au service de la ville, hein. Alors, une question aussi que j'aimerais vous poser, c'est la taille des logements, hein, qu'on n'a pas parlé, parce que jusqu'à présent, on a parlé de la construction des logements, mais c'est la taille. Comment ça se passe? Quelle est la taille pour vous des logements? Alors, moi-même, j'avais écrit un article où j'avais proposé l'idée que les célibataires, donc ça peut dépendre des localités, hein, mais les célibataires pourraient avoir, par exemple, un logement de 40 mètres carrés, les couples pourraient avoir un logement de 60 mètres carrés, admettons, les couples avec un enfant de 80 mètres carrés et les couples avec deux enfants, admettons, de 90 mètres carrés. Moi, ça me semble être juste, en quelque sorte, pour tout le monde. Maintenant, je me rends compte que quand je parle de ça à des postes monétaires, ils me disent non, c'est communiste. Personne ne veut entendre parler de cette idée-là. Donc là, je vous pose la question, on peut en discuter, la taille des logements,
Comment vous voyez ça? Guillaume, tu veux répondre? Voilà, je te propose de démarrer ton micro, Guillaume. Voilà, ça va mieux avec le micro ouvert. C'est des questions pertinentes, mais c'est des questions qui sont conçues par rapport au monde que l'on connaît nous. C'est-à-dire qu'elles te paraissent pertinentes aujourd'hui, parce qu'évidemment, la surface dans laquelle on vit, c'est la première chose à laquelle on pense quand on va avoir un logement. Mais ce n'est plus du tout nécessaire de penser de cette façon-là quand il y a abondance. C'est-à-dire abondance et éducation. Parce qu'il ne faut pas être malade. C'est quelqu'un qui veut avoir un palace de 2000 mètres carrés rien que pour lui, c'est ridicule. Aujourd'hui, on en trouve des comme ça, hein, mais ces gens-là n'existeront plus. Pas parce qu'on les aura mis dehors, mais parce que ça n'a tellement pas de sens que ça ne se fait plus. Ce serait comme vouloir péter en société. Tu vois, un peu d'éducation, s'il vous plaît. Tu vois, ça ne se Mais conçoit pas. ouais, d'une manière pratique, pour que des gens qui s'intéressent à l'idée d'un monde sans argent, qu'on n'a jamais entendu parler, comment ils vivraient dans ces sociétés? Alors, Quelle oui, surface ils ont? Vraiment il n'y a pratique pas, hein, pour le gars. voilà, de façon très pratique, suffisamment pour pouvoir vivre confortablement. Et on n'a pas à le leur imposer parce que eux-mêmes diront, j'ai besoin de tant de surface. D'accord. On sait qu'ils ne vont pas les demander 2000 mètres carrés, on le sait. Donc ils vont dire, j'ai besoin de, je ne sais pas moi, 600 mètres carrés. Pourquoi? Parce que j'ai une certaine nécessité, je me sens un peu anxieux quand j'ai pas beaucoup d'espace, s'il vous plaît, donnez-moi ça. Ouais, pas de problème. Mais c'est un cas auquel on peut penser. La plupart du temps, les gens ne vont même pas faire ça. Parce qu'en fait, les logements, quand tu vis dans 100 mètres carrés avec une famille de 4 personnes, bah, tu es bien, hein. Cependant, si on te donne un logement de 200 mètres carrés avec pour la même famille de 4 personnes, tu seras encore mieux. C'est facile. Vraiment, c'est pas une. Il n'y a pas de difficulté là-dessus, parce que si tu veux, la demande de luxe, parce que c'est ça dont on parle hein, finalement, parce que vivre dans plus de 200 mètres carrés, ça commence déjà à être du luxe, hein. On est bien dans 100 mètres carrés, très franchement. Bref, la demande de luxe ne se fait pas quand tu es dans une société éduquée. Parce que c'est grossier, c'est pas bien. Tu vois, je veux dire, tu n'as pas besoin de luxe, tu as besoin de confort. Tu n'as pas besoin de montrer que tu as beaucoup, parce que ce n'est pas nécessaire, ça n'a aucun sens. Dans une société éduquée, avec une abondance de biens. Et le logement en abondance permet de ne pas avoir à se préoccuper de la surface qui va être attribuée à tout à chacun. Parce que on a dépassé ce concept-là. C'est difficile peut-être à comprendre comme Alors, ça de but en blanc, d'une mais manière pratique, donc, pour toi, un célibataire pourrait avoir la même surface de logement qu'une famille avec 2 enfants, par il exemple. pourrait, mais il ne le voudra pas, parce que ça n'a pas de sens. Il pourrait, mais il ne le demandera même pas. Cependant, s'il le demande pour des raisons qui lui sont personnelles, l'abondance fait qu'on pourra le lui donner. Ça ne marcherait pas, ça, si tous les célibataires avaient tous cette idée-là de ah bah, je veux, moi, de toute manière, avoir mes 200 mètres carrés. Ça ne fonctionnerait pas, parce que les gens ne seraient pas raisonnables. Dans ce cas-là, ça voudrait dire que la ressource ne serait pas bien gérée. Quand on est dans une société d'abondance, on est dans une société basée sur les ressources. La ressource, c'est la chose vitale. On ne va pas consommer des ressources qui ne sont pas nécessaires. Et ça, c'est la base de ton éducation. C'est imprimé, c'est ton ADN. Donc, quand tu vis dans une société basée sur les ressources, où la gestion de la ressource est primordiale, c'est l'alpha et l'oméga. Quand tu vas voir un logement, si on te donne quelque chose de 200 mètres carrés, tu vas tout de suite faire oh là, non, non, les gars, c'est trop grand, j'ai pas besoin, qu'est-ce qui vous prend? Tu vois, ça va choquer. Ça va choquer tout de suite. Donc, la question ne se posera pas. Mais attention, que là, on est en train de discuter d'un concept sur plusieurs générations. Donc, on ne peut pas y réfléchir avec nos idées de aujourd'hui. Il faut se projeter. Et si tu te projettes sur 10 générations en avant dans une société d'abondance basée uniquement sur les ressources, ces questions-là sont effacées du tableau. On n'y pense même plus. Tu vois ce que je veux dire? Ce serait comme sinon donner mon ordinateur à quelqu'un qui vivait au 19e siècle. Il ne comprendrait pas du tout ce que c'est que cet objet. Il pourrait rester des jours devant sans en comprendre même le début d'un commencement d'idée de ce à quoi ça sert. Mais on parle d'un décalage de ce genre-là, hein. Donc, il faut vraiment s'extraire. Vous voulez réagir les uns les autres? Quelle est la taille des logements dans une société du futur? Éric? Oui, euh, je pense qu'une jeune famille qui s'installe va vouloir un logement correspondant à ses besoins futurs avec des enfants, hein, et donc un logement plus grand que ce dont ils ont besoin aujourd'hui. C'est pour ça que, à mon avis, il faut passer de la propriété matérielle à la propriété d'usage et faciliter le changement de logement en fonction des besoins. Pour moi, cette famille-là, il faut lui donner un logement de 60 mètres carrés, comme tu as proposé, Yann, et quand ils auront un enfant, eh ben, leur faciliter le changement de logement pour avoir plus grand.
hein. Donc on pourrait imaginer dans mes logements partagés chinois qui s'appellent les toulots, là, il y aurait des logements petits, des logements moyens, des logements grands, et une facilité pour changer de logement en fonction des besoins. Avec le mobilier, par exemple, pour être du mobilier partagé, du mobilier loué, qui reste dans le logement, on ne déménage que ses affaires, donc c'est très facile de changer. Euh, je pense qu'il faut aller vers la propriété d'usage, hein. Voilà, pour vraiment que les logements correspondent aux besoins réels des ménages. Voilà ce que je voulais dire. Tout à fait, parce que merci Eric, parce que tout à l'heure, Pierre a dit, dans le futur, nous serons tous propriétaires de notre logement. Ah non, j'ai pas Donc, dit je ça. crois que, non, tu sais pas il me semble que tu as dit quelque chose comme ça. Non, 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 non. non, J'ai dit que d'accord. personne serait propriétaire À de. personne ne sera- Mais par contre, la taille des logements, je pense qu'il ne faut pas être trop rigide, c'est quelque chose de souple. Et comme on peut toujours changer de logement, si c'est trop petit, trop grand, on peut changer, il n'y a pas de problème. Et puis il y a des personnes qui ont besoin d'un logement plus grand, plus petit, c'est pas seulement une question du nombre d'enfants. Mais c'est pas, ça, c'est un petit problème qui n'a pas beaucoup d'importance. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres problèmes qui sont beaucoup plus importants puis qu'on n'aborde pas. Comme lesquels, par exemple? Justement, comme, qui c'est qui va diriger ce monde sans argent? Qui c'est qui aura l'autorité pour le diriger et pour imposer aux gens les choses qui vont être décidées, on ne sait pas vraiment par qui. Oui, mais ça, Ceux c'est qui le thème de la deviendront, politique. ceux qui Ça, veulent ça pas. sera, voilà, là, ça sera un des thèmes de table ronde, parce que là, ça sera un des thèmes de la table ronde, hein, la politique, justement, parce que si on commence à partir, on peut plus approfondir, hein. Là, aujourd'hui, on est sur le logement dans le futur, hein. Mais on parlera de la politique, évidemment, hein. On va en parler, hein. Ça sera un des thèmes, hein, Pierre. Jimmy, tu veux ajouter quelque chose? Oui, par rapport à la taille des logements, depuis quelques décennies, 20e siècle, 21e siècle, on parle en termes de biens immobiliers, de volume. Il faut rappeler que le logement, c'est avant tout le cocon, le toit, ce qui nous a permis de passer de l'âge de pierre, hein, à une société plus évoluée. Donc, revenir à cette idée d'habillage, finalement. On est recouvert de quelque chose qui nous maintient au chaud. Et donc là, la taille refait sens quand elle épouse vraiment nos besoins. Mais à terme, quand l'éducation aura permis de retrouver cette logique. Donc, bien plus tard, dans plusieurs décennies, dans une société sans argent, un volume excessif sera anxiogène. Moi, si je suis tout seul dans un 100 mètres carrés, je me sentirais pas bien. Bon, aujourd'hui aussi, ce serait le cas parce que je suis éveillé à cette problématique et je trouve il y a un mètre carré idéal, mais c'est quelque chose qu'on percevra, hein, sans sortir de calcul, sans faire de mathématiques. Dire, OK, là, je suis bien. Euh, Si on me met 100, 200 mètres carrés tout seul, je me sentirais mal le soir dans mon lit, alors que 50 mètres plus loin, il y a ma baie vitrée. Enfin, non, ce sera quelque chose d'angoissant. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire sur ça. Ça sera une logique qu'on retrouvera grâce à l'éducation. Moi, j'aimerais réagir par rapport au propos d'Éric tout à l'heure, que je rejoins complètement. Pour moi, dans le futur, on aura vraiment la liberté de voyager. Voilà, on aura un droit d'usage sur les biens et vraiment la liberté de voyager. On sera plus comme dans notre société actuelle, obligé d'être sédentaire, plus ou moins, pour travailler, pour commencer à économiser, pour faire un crédit, pour payer pendant 20, 30 ans son crédit, et après finalement être à la retraite. Tout ça saute dans une société sans argent. Donc je pense que les gens ça va être une forme de nomadisme moderne en quelque sorte. Les gens vont partir à la découverte des régions. Hein, c'est vraiment par rapport au logement, cette liberté de voyager. Donc moi j'imagine une application téléphonique sur laquelle, bah, tiens, avec ma fiancée est de Bretagne, on a envie de découvrir la Bretagne que je ne connais pas du tout. Je regarde des lieux en Bretagne qui offrent des logements. Ça me permet de choisir des logements meublés, hein, donc exactement comme Airbnb et Booking.com, mais gratuits en quelque sorte. Et en fonction de logement, je veux aussi voir les activités collectives que je peux apporter. Donc si ma fiancée est par exemple infirmière et professeur d'anglais, parce que pour moi dans le futur, les gens ont plusieurs activités, s'ils le veulent évidemment, et ben, en fonction, elle tapera infirmière, professeur d'anglais. Moi, on va dire que je suis prêt à faire un petit peu tout
travailler dans les champs agricoles, donner des cours de français ou quoi que ce soit. Je vais aussi voir, et en fonction du temps, eh ben, l'application va m'offrir des possibilités de logement. Alors en Bretagne, à Dinan, à Brest, et comme ça, je vais me poser peut-être un mois, et puis ensuite aller voir d'autres coins de Bretagne, avoir cette complète liberté de logement et d'activité pour donner au collectif. Et en fonction de ça, je pense que beaucoup de gens partiront vraiment à la découverte des régions. Une chose qu'on ne connaît peu. Moi, à travers mon travail de commerçant, à une époque, je faisais tout le tour de la France pour travailler avec des magasins de musique. Parce que j'apportais des instruments de musique que je distribuais en France. Donc je partais avec mon van, je dormais dans mon van d'ailleurs pour éviter trop de frais parce que j'étais à mon compte. Et comme ça, j'ai fait vraiment toute la France pendant des années, hein, pour les périodes de Noël. Donc ça m'a permis, à travers ce travail, de découvrir la France. Mais je pense que la plupart des Français ne connaissent pas du tout la France. Non, évidemment. Donc là, on aura vraiment cette envie de voyager, et ça, c'est vraiment un des apports positifs. Donc cette notion d'appartement meublé, hein, dans le futur. Pour moi, les logements du futur, on n'aura pas notre petit caddie et puis on va aller au supermarché pour prendre une télé, un grille-pain, parce que là, forcément, on arrive sur un autre thème qui est la régulation de l'accès. Et ça, personne n'en parle en général dans une société sans argent. Ça sera le thème peut-être de l'alimentation lors d'une prochaine table ronde. C'est comment on fait pour réguler l'accès. Est-ce que je peux prendre tout ce que je veux, des tablettes de chocolat, du vin Il y a un moment, il faut quand même réguler, évidemment. Ou alors on part sur une société d'abondance et chacun peut prendre ce qu'il veut. Mais là, on est sur d'autres problèmes. Donc moi, je suis, par rapport au logement, qui est la thématique d'aujourd'hui, d'avoir cette possibilité d'avoir des appartements qui sont meublés et qui présentent exactement tout, de la literie, des armoires. Donc on pourra choisir des types d'appartements, des styles d'appartements plus ou moins modernes. On pourra choisir différents thèmes qui sont proposés. On pourra, si on souhaite s'installer longtemps dans une ville, ben, à un certain âge, ben, déménager nos meubles en quelque sorte ou les faire fabriquer dans un autre endroit. Donc il y aura cette capacité de déménager, de garder ses tableaux, de garder ses biens en quelque sorte d'un endroit à l'autre. Donc il y aura, voilà, pour moi, c'est vraiment comme ça que je vois le logement, hein. Des logements meublés avec la possibilité de déménager nos biens si on en a envie. Qu'est-ce que vous en pensez vous-même? Si vous voulez prendre la parole. Hein, donc cette idée de liberté de voyager, de découverte, d'application. Voilà, Jimmy, s'il te plaît. Oui, plutôt d'accord avec toi. Se réapproprier le territoire en général, pouvoir bouger à l'intérieur d'un territoire euh, et selon l'activité qu'on a à ce moment-là, les opportunités d'activité qu'on peut avoir. Euh, alors, ça peut poser le problème de l'enracinement. On parle beaucoup de l'identité. Moi, je viens de là depuis des générations, la vieille maison. Ça. Donc ça peut être quelque chose de difficile à appréhender. Voilà. Et par contre, c'est intéressant aussi, on parlait de la taille des logements, mais à l'offre et la demande, tout simplement. Quand une agence reçoit deux dossiers pour un 150 mètres carrés, un dossier d'une famille avec deux, trois enfants, et puis un célibataire, eh bien, voilà, ça peut jouer en faveur de la famille. Je pense que naturellement, quand on laisse les choses faire, eh bien, le bon sens est de mise. Voilà. Mais sinon, oui, pour bouger dans toute la France ou dans tout l'espace post-monétaire, pour moi, ça serait l'Europe, par exemple, eh bien, ce serait bien de pouvoir s'installer où on veut. Eric, s'il te plaît. Oui, alors je change de sujet. Il y a une dimension qu'il faut prendre en compte, c'est le dérèglement climatique. Je vous invite à lire le rapport Paris 50 degrés, qui est très intéressant, qui propose plein de solutions et qui annonce quand même qu'à la fin du siècle, on aura des canicules à 50 degrés qui dureront, à votre avis, combien de temps? Combien de temps à 50 degrés à Paris en 2100? 3 mois. Pas d'idée? Non, quand même pas. On parle plutôt de 2 mois. C'est beaucoup quand même. Donc, il va falloir imaginer des logements résilients par rapport à ça.
donc avec de l'isolation en matériaux biosourcés pour avoir du déphasage, par exemple, des logements traversants aussi pour pouvoir aérer le soir après la canicule, hein, quand il fait un peu moins chaud. Et il va aussi falloir se réapproprier peut-être pour les logements en collectivité, les logements collectifs, là, les sous-sols, les caves, les parkings. Il va falloir tout enlever les voitures et en faire des chambres d'urgence, hein, pour tenir par rapport à ces canicules. 50 degrés, bien sûr, c'est mortel, hein, pour beaucoup de gens et pour la végétation aussi. Il faut aussi, à mon avis, faire des logements avec autant d'arbres que possible autour, hein, parce que les arbres, ça apporte beaucoup de fraîcheur. Si eux-mêmes résistent, bien sûr, aux canicules. Voilà, donc c'est une dimension aussi complètement incontournable à prendre en compte dans notre réflexion. J'ai une question à vous poser. Est-ce qu'on pourra utiliser l'eau et l'électricité à volonté dans cette société sans argent? Voilà. Hein, j'attends votre avis. On peut utiliser la douche tout le temps, l'électricité, Guillaume? Alors, toutes ces questions sont encore une fois liées à l'abondance et à la technologie qui permet cette abondance. Il est évident qu'une société sans argent, telle que conceptualisée derrière moi, ça ne peut fonctionner que si l'accès aux commodités les plus basiques, qui sont énergie, eau, nourriture, sont réellement en abondance telle qu'on n'a pas besoin de se poser la question, est-ce qu'on va pouvoir? Non, ce problème-là est réglé. Et il ne peut se régler même si je sais bien que les gens ne sont pas toujours d'accord, que par la technologie. Parce qu'il y a besoin d'énormément de rendement et on ne peut avoir énormément de rendement qu'en faisant de la chimie de pointe et de la gestion de pointe de la ressource et de tout ce qui est production et Alors, manière de Pour, produire. Donc, pour c'est un ch- l'électricité, et pour pour l'électricité, il y a l'électricité, d'accord, là je suis d'accord, mais pour l'eau, et pour l'eau, c'est la même chose. C'est la même chose dans la fonction où l'eau se recycle. Elle se recycle naturellement, bien évidemment, mais on peut très bien imaginer par exemple, une douche en vase clos. C'est-à-dire que tu n'as besoin que de 10 litres d'eau et ces 10 litres d'eau sont toujours les mêmes tout le temps. Ils sont simplement recyclés dans un circuit fermé. C'est quelque chose qui est très facile au niveau ingénierie à mettre en place. Simplement, ce n'est pas le cas pour des raisons que je ne pourrais pas te donner, mais c'est facile à imaginer, facile à conceptualiser et finalement, ce problème-là se règle très rapidement. L'eau potable, même chose. Il y a une foule de possibilités qui sont déjà existantes, que l'on connaît déjà, mais qui ne sont simplement pas mises en œuvre. Les technologies, elles ne sont pas à inventer, elles sont déjà existantes. Et à l'avenir, si on parle de 150 ans plus loin, si les cerveaux se sont vraiment mis au chevet de ces questions-là, on peut optimiser de manière extraordinaire. Euh, on n'a même pas commencé à gratter, hein, je vous le dis. C'est quelque chose qui est important pour nous aujourd'hui et qui sera important pour l'avenir aussi, parce que si on veut vivre dans une société sans argent, il faut mettre les gens en sécurité. Les réponses, on les a déjà. C'est une question de mise en œuvre. C'est une question de volonté politique. On y viendra plus tard à ce sujet-là. ouais, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, le traitement des eaux et les toilettes, hein, on utilise je ne sais pas combien de Non, c'est centaines d'eau, une catastrophique. famille, rien qu'en tirant les. Donc il faudrait Un trouver gâchis des de ressources systèmes, permanent, on est bien d'accord. voilà, il faudrait trouver des systèmes alternatifs Ils par existent rapport à déjà, on ça. les connaît Je sais déjà. qu'Éric est ingénieur, donc peut-être qu'il a des idées aussi, toi qui as Oui, l'esprit j'ai très des ouvert, idées. alternatif. En fait, j'ai des idées, mais elles viennent pas de moi. Euh, à Montreuil, près de chez moi, là, il y avait récemment les estivales de la permaculture et j'ai assisté à une conférence très intéressante sur l'engrais flamand. Savez-vous ce qu'est l'engrais flamand? Du C'était tout. utilisé, c'était utilisé notamment à Lille au début du XXe siècle, parce que Lille, ça fait partie de la Flandre au sens large. L'engrais flamand, ce sont des grands tonneaux remplis d'excréments humains. Et il va falloir qu'on y revienne. Parce que pour faire de l'agriculture, pour faire pousser tout ce qu'on mange, il faut du phosphate. Et le phosphate, il est aujourd'hui importé surtout du Maroc, hein. Et c'est un problème parce que ce phosphate est plein de cadmium, ce qui fait qu'il y a un tiers des enfants français qui ont trop de cadmium dans le sang, hein. Mais le phosphate, une fois qu'il est dans les plantes, on le mange et on l'évacue dans nos excréments et après ça part à la mer. Donc c'est pas du tout un circuit fermé actuellement le phosphate. On puise notre phosphate au Maroc et on l'évacue dans la mer. C'est ça qui se passe. Or, le phosphate marocain, il va se tarir un jour, hein. Après, on pourra aller en Russie, mais là-bas aussi, ça va se tarir. On estime que dans 50 ans, il n'y aura plus de réserve de phosphate.
Donc, il va falloir qu'on recycle nos excréments pour récupérer du phosphate. Et ça aussi, il faudra qu'on y pense dans l'habitat du futur. Il faudra aller, je pense, vers des toilettes sèches et vers un système de récupération des excréments pour pouvoir le recycler dans notre alimentation. Et ce n'est que le retour de ce qu'on faisait il y a encore un siècle, hein. Mon père me disait que quand il était petit, il y avait des toilettes au fond du jardin et son père récupérait ça pour ses plantes, hein. En Chine, c'est ce qu'il faisait aussi il y a encore pas si longtemps que ça, hein. Donc, dans l'habitat du futur, il faut imaginer, je pense, le retour des toilettes sèches. Alors, par rapport par exemple, d'avoir une piscine, hein, on peut imaginer dans une société sans argent, ben, tout le monde voudra habiter dans une maison, peut-être, beaucoup, pour avoir une piscine, ou alors avoir un jacuzzi pour prendre un bain tous les jours. Là, je pose un petit peu le problème de la limite, de la régulation, en quelque sorte. Quel est votre avis par rapport à ça? Est-ce que tout le monde peut avoir une piscine dans une société sans argent? Guillaume? Oui, absolument. Ah, je t'entends pas, Guillaume. Tu m'entends pas? Là, tu m'entends? Ouais, c'est bon. Ouais, ok. Je disais, est-ce que tout le monde peut avoir une piscine? Oui, 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 tout le monde peut avoir une piscine. On peut imaginer 5 milliards d'êtres humains, chacun avec une piscine. Mais ça ne se fera pas. Parce que c'est pas ça, c'est encore une fois, c'est lié à l'éducation et à la consommation des ressources. Il y a beaucoup de gens qui estimeront qu'avoir une piscine personnelle, c'est grossier. Ils ne le voudront pas, même si tu le leur proposes, parce qu'ils diront: «Mais ça va pas, non? Et les ressources, tu vas les chercher où?» C'est des questions qui ne se posent pas. Après, l'envie d'avoir une piscine parce qu'on est dans un climat chaud et avoir la possibilité de vivre dans une maison avec piscine, par moment, c'est possible. Heu, on peut aussi adapter cela à une foule de possibilités qui sont rendues, réalistes par la gestion de la ressource et de la surface disponible. Hem, c'est difficile parce qu'on est là sur, une réflexion par rapport à un environnement qui est dans un futur très éloigné. Donc il y a beaucoup de contraintes qu'on ne peut même pas imaginer. Au jour d'aujourd'hui, c'est absolument irréaliste, mais ce n'est peut-être pas irréaliste tant que ça, si la ressource est réellement optimisée de manière, qu'on ne peut pas imaginer nous, avec une eau potable, en abondance telle que la question ne se pose plus de savoir si on va la gâcher ou pas parce qu'il y en a tellement. Moi, je reste très ancré sur, un niveau d'éducation et de sensibilisation à la gestion de la ressource qui permettra de ne même pas avoir des gens qui aient ce concept-là en tête. Nous, on y pense parce que c'est quelque chose qui nous manque, mais quand on a une piscine tous les jours sous les yeux, on s'y baigne pas tous les jours. On la regarde beaucoup en se disant: «Bon, elle est jolie ma piscine», puis après on pense à autre chose. C'est pareil pour, beaucoup de choses. On en a envie parce qu'on ne l'a pas. Mmh, voilà, principalement. Donc si tu veux, ce genre d'idée, ce genre de concept, c'est tellement, tellement lié à notre façon de vivre et notre façon de penser aujourd'hui, que se dire que ce concept-là sera toujours le même dans 25 générations qui vivent dans une abondance incroyable, ça me paraît, tu vois, en décalage complet. Donc on peut essayer d'y penser quand même si tu veux, mais ça ne me paraît pas pertinent. Voilà, donc on peut imaginer des piscines collectives, par exemple, hein, Voilà, des grandes ouais, on peut piscines, des imaginer des grands piscines lieux collectives. où gratuits, où on peut aller, pour les gens qui aiment bien se relaxer, qui aiment bien nager, on peut Si imaginer tant des est piscines collectives aussi. que, ouais, si tant est que la piscine soit encore un concept qui plaise. Personnellement, je préfère me baigner dans la mer, pour plein de raisons. Et peut-être que plus tard, les gens se diront: «Mais ça va pas, non, se baigner dans une piscine, pourquoi faire? Tu as la mer à côté». Bon, tu vois, Oui, je veux dire, mais c'est si mais t'as pas la mer à côté, si t'as pas la mer à côté, que tu aimes pratiquer la mais natation pour te mais relaxer, tu vas pas peut-être aller qu'on nager. aura la mer à côté à 10 minutes, même si tu habites à Paris. Et là, on est sur d'autres choses encore. Et tout ça, c'est de la conceptualisation de technologie, et de projeter la capacité de se déplacer. Se déplacer de Paris à New York en une demi heure, aujourd'hui, ça te paraît complètement fou. Et pourtant, il y a des concepts qui existent qui peuvent permettre ce genre de choses. Tu je veux dire, il est difficile de raisonner aujourd'hui avec, une conceptualisation de civilisation dans 250 ans, 300 ans qui se baserait sur l'abondance. Très difficile. Parce que tout change, tous les paramètres changent. Quelqu'un qui vit à Paris peut donc avoir effectivement la mer à portée de main dans une demi heure. Pas Alors, aujourd'hui. par rapport à cette notion justement d'ultra-technologie, qu'est-ce que tu penses des robots, toi, Guillaume, en rapport au logement? Donc, on a Bah, vu c'est que c'est la c'est primordial. construction, la Mmh. construction, donc on pouvait passer sur des robots pour construire, pour affranchir la difficulté d'être ouvrier. Mais alors, qu'en est-il des robots de maison? Parce qu'il y Ouais. a des gens qui imaginent vivre avec un robot chez eux, hein, un robot qui va être en Ouais. quelque sorte, qui va faire à manger,
qui va Mhm. éduquer les enfants, qui va les vider les poubelles, qui va Alors passer le là, ménage, ouais. qui va donner des coups. Alors, Mais là encore, c'est quelle est une... ta vision personnelle par rapport à ça? le besoin de robots aujourd'hui est lié intimement à notre façon de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu te dis, je veux un robot pour faire ma vaisselle. Aujourd'hui, je veux un robot pour sortir mes poubelles. OK, mais ça correspond à notre manière de vivre. Donc c'est une adaptation, c'est un outil. Si tu vis dans un monde où l'ordure n'existe plus, où fabriquer soi-même, je ne sais pas, un gâteau, on peut le faire si on a envie, mais si on n'a pas le temps, ou alors si on n'a juste pas développé ce talent-là, tu appuies sur un bouton, il est là. Le gâteau, il t'est livré. Et il ne t'est pas livré par quelqu'un, il arrive par, on peut imaginer, un tube à air comprimé, poum, qui est un gâteau. Qui c'est qui faisait ça? C'était Barjavel, qui, il me semble, avait un roman d'anticipation où ça se passait comme ça. Aujourd'hui, un robot, tu le mets dans une maison, il va faire des choses. Bon, c'est encore une fois, on est sur du luxe là. Le luxe, c'est un peu grossier. Quelqu'un qui te parlera de robots dans un monde EBR et une ville telle qu'il y a derrière moi, il n'aura pas du tout la même idée en tête. Il ne parlera pas d'un robot qui va lui sortir les poubelles. Il va parler d'un robot qui va optimiser la gestion des déchets en sous-sol. Un robot qu'on ne verra jamais, parce qu'il n'y a pas besoin. Et ce robot-là ne fera que vivre avec d'autres robots qui auront des tâches affiliées, elles aussi. Et cette robotisation, ça ne correspond pas à avoir un androïde à la maison qui va être ta super femme de ménage, qui va éduquer tes enfants, même pas t'y penses. Parce que ce n'est pas ça Voir ta le but. maîtresse. Voir ta maîtresse. Ah, un sexbot, ok, Imaginez, je veux ouais. dire, mais tout ça, ce sont des choses qui sont des extraits de notre façon de vivre, et avec nos difficultés et nos propres projections par rapport à un monde que l'on voudrait, ou alors une satisfaction de besoin parce qu'on en a énormément. Mais, Oui, mais mais alors quand tu dis, il suffit ça, quand tu dis je veux un gâteau, j'appuie sur un bouton et il m'est envoyé, mais qui va le fabriquer, le gâteau? eh ben oui, mais là aussi, ça c'est encore autre chose. Un robot. Mais bien, mais oui, oui, un robot, mais pas un robot comme tu y penses avec des mains, tu vois. Je veux dire, c'est quelque chose c'est de la chimie, un gâteau. Et c'est donc très facile à modéliser et à refaire et à dupliquer, si l'on veut. Mais si on a envie d'avoir quelque chose de plus artistique, où ce soit un humain qui le fait, ce sera possible aussi, parce qu'il y en a plein dont ça va être la passion et qui vont continuer à le faire. Mais évidemment, la disponibilité et la quantité, ça ne sera pas là. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va le vouloir, c'est surtout pour le côté artistique. C'est une finesse. Si tu veux un bon gâteau et tu sais que c'est toujours le même, c'est comme quand tu vas acheter un paquet de gâteaux à Carrefour. Il y en a, ils adorent certains paquets de gâteaux et ils vont vraiment, ça va leur rappeler des souvenirs, etc. Pour eux, c'est le pinacle, tu vois. C'est pas grave que ça ait été fait de manière automatisée, mais ça va quand même leur donner le même plaisir. Bon, c'est un peu la même chose. Tu appuies sur le bouton, tu as ton gâteau, tu es content. Mais c'est tellement accessoire, ça. Tu vois, c'est tellement pas ça le nerf du truc, réellement. Tu vois, ça, c'est de l'accessoire. Et si tu veux se pencher sur la robotisation et le rôle du robot dans la vie de tout à chacun dans une ville EBR dans 250 ans, ça ne correspond pas du tout au concept que nous, on a en tête aujourd'hui. Parce que l'environnement est radicalement différent. Faire le ménage dans une maison, ça n'existe plus dans le monde qui était décrit par Jacques Fresco avec les technologies que lui-même avait projetées. Faire le ménage n'existait plus. Pourquoi? Parce qu'il y avait un système d'air circulaire qui aspirait la poussière à longueur de temps sans qu'on s'en rende compte. Pas avec un aspirateur qui fait du bruit, mais avec des systèmes antistatiques, etc., qui sont extraordinaires. Et il faut écouter ce vieil homme en discuter parce que c'est lui qui le faisait le mieux. Il n'y avait pas besoin de faire le ménage. C'est un concept qui n'existe pas parce que la poussière ne se dépose plus, parce que la saleté est éliminée, parce que la gestion des ordures, on ne fait plus d'ordures. Aujourd'hui, on fait des ordures, mais tu crois que le mec dans les cavernes, il faisait des ordures, il n'en faisait pas. Le concept même n'existait pas. À la limite des eaux, et encore, il les utilisait aussi pour autre chose. Ça n'existait pas, le concept d'ordure. Tu vois, je veux dire, ça, c'est un truc qui est... Quand tu manges un fruit, si tu habites dans un appartement, tu manges un fruit, tu te retrouves bien avec des Ah ordures. ouais, Qu'est-ce que tu en mais fais c'est pas... dans une maison, tu peux en faire du compost. Mais Ouais, dans un appartement, tu vas en faire quoi? peut-être Des bien que ordures si. quand même, Non, tu vas en Tu faire n'auras du plus le compost aussi. fruit. Tu vas en faire du compost dans aussi. ton appartement. Ben, bien sûr, ça ne veut pas dire que le compost aura la même tête que le compost que tu as dans une maison. Mais cette notion même de composter quelque chose est tellement ancrée dans l'ADN de ces gens-là que pour eux, ils ne jettent pas.
ils prennent leur trognon et ils vont le mettre là où s'il y a la machine qui fait ça, s'il y a le tube qui descend dans une machine, je ne sais pas comment ce sera conceptualisé. Mais ce ne sera pas une ordure, ce sera une ressource. Et c'est une ressource qui est utilisée pour autre chose. Donc il a mangé son fruit, il a son trognon, c'est une ressource et il va la mettre à disposition. Ce ne sera pas forcément un compost comme ce qu'on connaît nous aujourd'hui, mais ce sera le même esprit, c'est-à-dire une réutilisation. Il n'y a pas d'ordure. Tu vois ce que je veux dire? Quels sont les avis des uns et des autres sur la dimension de robotique, hein? On voit que c'est de plus en plus actuel, hein, à travers les recherches, même le transhumanisme avec des... Bon, là, aujourd'hui, on est sur le logement, hein. Qu'est-ce que vous pensez de ces notions de robots, d'ultra-technologie qui permettent, comme l'a dit un petit peu Guillaume, de nous affranchir de plein de choses? Quelqu'un veut prendre la parole? Moi, je veux Eric? bien. Oui, Eric et ensuite Pierre. Eric, oui. Ok. Je pense que la technologie peut nous affranchir de certaines corvées, mais pas de l'argent. Pour avoir un robot, il faudra de l'argent. Pour le maintenir, il faudra de l'argent. Euh, c'est très technophile et ça dépendra de peu d'entreprises. On sera aussi, ça augmentera notre dépendance à certains grands groupes comme Google ou Amazon ou je ne sais pas quoi. Donc, si on veut s'affranchir, si on veut au contraire vraiment se libérer, il faudra au contraire moins de technologie, hein. Moins de biens, plus de liens. C'est ça que disent les décroissants dont je fais partie, hein. Euh, dans le monde du futur, j'espère qu'il y aura beaucoup plus de convivialité. Je suis en train d'écrire un roman dans lequel une vieille dame de 90 ans a tous les jours quelqu'un qui vient la voir, qui passe 4-5 heures avec elle pour jouer aux cartes, pour faire de la cuisine, pour faire du lien. On ne fait pas de lien avec un robot, c'est pas vrai. Je pense qu'il faut faire du lien avec d'autres humains et c'est ça qu'il faut développer à mon avis. C'est notre façon de se libérer. C'est pas se libérer par la technologie, c'est se libérer par la convivialité. Voilà ce que j'avais envie de dire. Pierre, tu veux rajouter quelque chose? Oui, je voulais dire que de projeter ce qui va se passer dans 200-300 ans, ça n'a pas beaucoup de sens parce qu'on ne sait pas d'abord si on en arrivera là. On ne sait pas qui à cette époque-là voudra vivre dans ces mondes technologiques et de robots où il n'y aura plus de fruits, où on appuiera sur un bouton pour avoir l'essence du fruit qui apparaît sous forme d'une pilule ou des choses comme ça. Je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens. Il vaut mieux déjà partir de ce qu'on a aujourd'hui et puis voir. Et puis par exemple, une chose que Mika disait, c'est que l'ère de la technologie et de l'intelligence artificielle, c'est une ère de médiocrité. Parce que justement, il n'y a plus rien de personnel, il n'y a plus de rapport personnel, il n'y a plus... Le cœur a complètement disparu. C'est plus humain, c'est complètement inhumain. Alors, je ne pense pas qu'il faut trop se focaliser là-dessus pour trouver le monde sans argent. Parce qu'il y a une différence entre le monde sans argent et le monde de robots. Je trouve que c'est deux choses tout à fait différentes. Quelqu'un veut réagir? Jimmy, s'il te plaît? Oui, les robots sont avant tout des appuis à l'intelligence humaine. Il n'y a pas de robot sans êtres humains. Et il ne faut pas fantasmer sur euh, sur notre déclassement. Voilà, ce qui fait peur, je pense, c'est tout ce qui est interaction directe, euh, intime, émotionnelle, sentimentale, que l'on pourrait, on pourrait demander à des robots de faire ce qu'un autre humain devrait faire, ce qui fait peur. En réalité, euh, en dehors de cette inquiétude, les robots sont des machines, des indicateurs, des outils qui nous permettent de progresser en tant que collectif. Et c'est là leur réelle utilité, ce qui nous permettra de progresser. Donc, euh, plus généralement, pour revenir sur ce qu'on avait dit avec euh, les robots, les piscines, etc., demain, euh, je pense que l'être humain sera assez raisonnable et ne fera pas passer la rareté ou l'originalité avant toute chose, comme c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, on a l'impression d'une évolution un peu désordonnée en essayant d'acquérir des choses qui sont inutiles. Demain, ce sera avant tout l'utilité qui primera. Donc, le robot ne sera pas là pour venir prendre notre place, plutôt pour nous assister dans nos objectifs propres en tant qu'être humain. Voilà. Si demain j'ai le choix, si dans une société post-monétaire, j'ai le choix entre une piscine, un robot humanoïde
ou un indicateur de consommation dans mon logement, même s'il n'y a pas de monnaie, et simplement pour savoir où j'en suis, eh bien, je prendrai l'indicateur. Les autres choses ne m'intéresseront pas. Voilà. Alors, par rapport à la surpopulation, hein, qui est en lien avec le logement, est-ce que vous pensez qu'on arrive bientôt à 8 milliards d'individus? Est-ce que vous pensez qu'il faut proposer à la population de ne pas faire d'enfants ou de moins faire d'enfants ou pas du tout? Quel est votre avis par rapport à la surpopulation, Guillaume? Alors, surtout pas. La ressource humaine, c'est la plus primordiale. Dire aux gens: «On est en surpopulation», c'est leur mentir. On est dans une mauvaise gestion de la ressource, mais il y en a bien suffisamment pour tout le monde. Quand on vous dit qu'il y a trop de gens à nourrir ou trop de gens à loger, on se fout de votre gueule. Ça, c'est un discours d'extrémistes. C'est un discours de gens qui sont prêts à laisser d'autres gens mourir pour leur propre confort. Hors de question. À qui tu vas dire qu'il ne peut pas faire d'enfants? À qui tu vas dire qu'il ne peut pas avoir 10 enfants s'il en a envie? Hors de question. Ça, c'est un langage que personnellement, si je l'entends, ça va très mal se passer, parce que je ne le supporte pas. C'est du totalitarisme. Non, la population humaine peut grossir. Elle est à 8 milliards, et alors? Il n'y a aucun problème. Il faut gérer la ressource. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Il faut être raisonnable par rapport au monde d'aujourd'hui, sur l'eau, la façon dont on la gère, sur la façon dont on fait à manger, fait des ordures, toutes ces choses-là, ça s'optimise. C'est à ça qu'il faut travailler, et il n'y a pas autre chose. Et le premier qui vient nous dire on est en surpopulation, c'est un menteur ou c'est quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle. Alors effectivement, c'est un discours tranchant qui va certainement aller en contre-courant avec d'autres discours. Pas de problème, bring it on. Non, non, il n'y a pas de surpopulation, c'est un mythe. Par contre, il y a une très mauvaise utilisation des ressources. Ça, on peut faire quelque chose à propos de ça, on peut en parler. Oui, parce que les écologistes, enfin, les experts disent qu'arrivé au mois de juillet, on a déjà dépassé en fait toutes les ressources de la, hein, Oui, parce qu'on les utilise de n'importe la comment. Terre, parce qu'on gère Oui. mal les ressources. Voilà, Ah ouais, ce tout à serait fait. ça. On fait n'importe quoi. Il n'y a qu'à voir dans n'importe quelle ville. Tu prends une ville comme Lima, au Pérou, qui a été construite en dépit du bon sens, dans un désert. Bordel de merde. Euh, Toutes les canalisations fuient. Et ils ont un problème d'eau. Et ils se demandent pourquoi. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde qui est à Lima. C'est parce que vous avez fait n'importe quoi avec les canalisations. Occupez-vous de ça et de ça en priorité. Ne parlez surtout pas de la quantité de population, machin, etc. Ça, c'est le foutage de gueule. Gérer les canalisations, c'est ni foutu ni à foutre. Il faut s'en occuper. Excusez-moi du langage un peu cru, et c'est vrai que ça me met un peu en colère, parce que réellement, on se fout de nous. Il faut le savoir. C'est la ressource et sa gestion qui doit être le mandat principal de toute personne en responsabilité. Jimmy, tu veux ajouter quelque chose? Oui, Et ensuite, Eric. la surpopulation présumée, il y a le surpeuple euh, qu'on imagine, c'est-à-dire des pays qui géreraient moins donc de naissance, sont en réalité ceux qui sont pas ceux qui surexploitent les ressources. Hein, les coupables de ce manquement, cette mauvaise organisation, mauvaise gestion des ressources, et le jour du dépassement, etc., c'est du fait des pays riches qui contrôlent très bien au sens du contrôle des naissances qui ne sont pas dans un nombre d'enfants trop élevé. On a deux enfants. Voilà. Et puis concernant la surpopulation, même visuellement, ça se voit pas. C'est comme les fourmis, il y a des trilliards de fourmis, on les voit pas. Alors on va dire oui, mais nous, on prend de la place sur Terre. Ben non, quand on dézoome, quand on regarde la planète, de l'espace, on ne nous voit pas. Il y a environ 170 millions d'habitants dans un tout petit, enfin, un territoire assez modeste comme le Bangladesh. Et pourtant, quand on va au Bangladesh, il y a des endroits où il n'y a personne à 10 km à la ronde et on est tranquille. Donc, euh, donc c'est voilà, c'est une vision des choses qui est effectivement, je pense, exagérée. Tout est une question de gestion des ressources. L'usage de l'eau ne doit pas être à usage unique, tout simplement. Une fois qu'on a réglé ça, eh bien, on peut vivre pourquoi pas à 40 milliards d'habitants sur Terre. C'est pas une fantaisie. Voilà. Eric, tu peux ajouter quelque chose? Oui, euh, bon, une fois, je suis d'accord avec Guillaume, ça mérite d'être souligné, parce que en effet, beaucoup de gens disent qu'on est trop nombreux sur Terre, mais c'est surtout un problème de mode de vie, hein. Les 1% plus riches émettent plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Les 1% plus riches émettent même 2 fois plus que les 50% plus pauvres. Voilà. Donc c'est avant tout un problème de mode de vie des plus riches, hein. Euh,
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on pourrait être plus nombreux sur Terre avec une alimentation moins carnée. L'élevage, c'est 80% des terres agricoles. 80% pour que les animaux aillent à la prairie, mais aussi pour faire leur nourriture. 1 kilo de bœuf, il a fallu faire 7 kilos de céréales pour le produire, hein. Donc si on a une alimentation beaucoup moins carnée, quand je dis ça, c'est qu'il faudrait réduire d'un facteur 10, hein. C'est ça l'ordre de grandeur. Ça ne veut pas dire qu'on devient tous végétariens, ça veut dire qu'on mange tous 10 fois moins de viande, ce qui fait encore beaucoup, hein. En France, chaque année, on abat 1 milliard d'animaux terrestres. 1 milliard, plus de 3 millions chaque jour. Donc on peut clairement réduire beaucoup, il faut. Et moyennant ça, on peut nourrir beaucoup plus de monde avec une alimentation végétale, des légumineuses, pois chiches, lentilles, hein, des aubergines, des courgettes, tout ce que vous voulez. On peut parfaitement avoir une alimentation équilibrée qui est entièrement végétarienne, hein. Donc moyennant ça, on peut être plus nombreux sur Terre, je pense, aujourd'hui, effectivement, comme l'a dit Guillaume. Mais à mon avis, il faut quand même se limiter. Pour moi, l'ordre de grandeur, c'est 2 enfants par famille, hein, pour le renouvellement de la population. Oui, moi aussi, personnellement, je pense qu'il faut inviter les populations à faire moins d'enfants. Parce que je pense que le problème de la surpopulation, c'est dans les pays en voie de développement. Hein, parce que ce sont des pays qui n'ont pas de retraite. Donc les parents, quand ils sont âgés, ils n'ont pas de système de retraite. Donc c'est les enfants qui vont s'occuper d'eux. Donc ils vont faire 6 ou 7 enfants pour être sûr que bah, déjà la femme suit le mari. Si le mari dit non, eh ben, non. Donc il faut qu'ils aient des garçons. S'il y a des enfants qui meurent en bas âge ou adolescents, bah, ils n'auront pas de retraite en quelque sorte. Pour ceux, s'il y en a qui tournent mal, ils vont pas pouvoir s'occuper d'eux. Donc c'est pour ça que dans les pays en voie de développement, les pays pauvres, les gens ont tendance à faire beaucoup d'enfants pour être sûr d'avoir des enfants qui s'occupent d'eux personnellement. Or, dans un système sans argent, ben, il n'y a plus de problème. Donc ils auront Oui, plus cette volonté, je pense, de faire beaucoup d'enfants comme facteur de sécurité sociale en quelque sorte. Voilà. Et je pense que naturellement, les pays riches ont tendance à faire moins d'enfants. Ils font 1 ou 2 enfants, voire plus d'enfants déjà, à notre La époque, comme au question est Japon, par pourquoi? exemple, hein. Voilà. Au Japon, on voit que les jeunes ne font plus l'amour, hein. On est dans une société technologique, les jeunes ne font plus l'amour. Je crois que 50% des gens de moins de 30 ans sont encore vierges au Japon. Alors déjà, on se dit, alors je ne sais pas si c'est le sushi ou si c'est quoi que ce soit, mais entre les gars, et ils ne font plus l'amour, ils ne font plus d'enfants, hein, dans ces pays surdéveloppés, hein. Donc c'est assez étonnant, hein. Donc on voit qu'il y a une forme de limitation naturelle en quelque sorte, hein. Voilà. Quelqu'un souhaite rajouter quelque chose en lien avec le logement? Jimmy, s'il te plaît. Et ensuite, Guillaume. Non, 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 c'était pour dire que c'est sans doute culturel et peut-être, enfin, pour l'exemple du Japon, peut-être que l'usage de la technologie, on en parlait avec ah, les robots, euh, peut-être que des mauvais choix ont été opérés. À quoi sert la technologie si c'est pour envoûter toute une jeunesse, faire croire qu'il n'y a plus de sexualité, voilà. C'est, mais c'est pas le sens que l'on veut, c'est pas cette technologie-là qu'on veut quand on est postmilitaire, évidemment. C'est pas s'inventer un monde parallèle. Je souhaite bonne chance aux Japonais. Guillaume, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, mais c'était pas vraiment en rapport au logement, c'était par rapport à ce que tu disais sur le fait que dans nos sociétés à nous, occidentales, entre guillemets, parce que le Japon, c'est pas l'Occident, mais pour autant, ils font un peu comme nous, et qu'on fait moins d'enfants. Si on fait moins d'enfants, c'est parce que ça devient beaucoup trop difficile, tout simplement. Moi, j'aurais aimé avoir un troisième enfant. Je ne l'ai pas fait pour la simple et bonne raison que ça nous aurait mis dans la galère. Et avoir un troisième enfant pour mettre les deux autres dans la galère, ça n'avait pas de sens. Donc, on l'a pas fait. Mais si on avait été dans des circonstances qui s'y prêtaient, avec toute l'aide qu'on peut imaginer et le confort qu'on peut imaginer, on l'aurait certainement fait. Je veux dire, donc c'est une question d'incentive et de monde dans lequel on est, qui ne soit pas anxiogène et qui te retienne donc de faire plus d'enfants. C'est tout, hein. Les gens veulent des enfants, ils aiment ça. Bon, ils ne veulent pas tous avoir 10 enfants, on est d'accord, hein. Moi, 3 m'aurait suffi largement. Mais je veux dire, chacun a ses goûts, chacun sa façon de faire. Mais je ne pense pas qu'il y ait une règle là-dessus, à part celle de l'anxiété que ça peut te donner, de donner un futur acceptable à cet enfant que tu aurais. Et au Japon, je pense que c'est ça, hein. S'ils ne font pas beaucoup d'enfants, c'est parce qu'ils sont très, très conscients du fait que bah, les logements sont tout petits, la vie est très chère et c'est très, très dur. Bon, après, ils ont leur propre culture. Mais quand même, ça joue un facteur énorme, hein. C'est ce que je voulais dire là-dessus. Voilà, donc cette 5e table ronde s'achève sur ces réflexions. Nous nous retrouverons
pour une prochaine rencontre dont le thème portera sur l'organisation des logements au moment de la transition, avec toutes les difficultés que ça implique. À bientôt! Un monde sans argent, un monde sans misère, un monde où les gens sont tous frères. Un monde sans argent, un monde sans misère, un monde où les gens sont tous frères. Moins de stress, aucune compétition, une meilleure gestion.